Les Européens se préparent au bras de fer. Pas question de se laisser intimider par Donald Trump et sa hausse des droits de douane. Emmanuel Macron demande une riposte maximale en proposant d'utiliser pour la première fois l'instrument anti-coercition. C'est une arme économique de choc, un bazooka, comme on le surnomme, pour contrer la détermination de Donald Trump à annexer le Groenland. Nous verrons de quoi il s'agit précisément avec nos invités. Et si finalement cette affaire au Groenland servait de catalyseur pour doper le moteur européen, est-ce le moment de vérité tant attendu? C'est notre grand dossier ce soir. Trump, l'Europe prête à riposter. Aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer, ni en Ukraine, ni au Groenland, ni ailleurs dans le monde lorsque nous sommes confrontés à de telles situations. Je tenais à vous dire que la perspective d'une augmentation des droits de douane pour les pays ayant choisi de contribuer à la sécurité du Groenland est à mon sens une erreur et je la désapprouve. L'Europe bien déterminée, apparemment en tout cas, à ne pas se laisser faire face à ces démonstrations de force à répétition de Donald Trump et notamment son projet d'annexion au Groenland, du Groenland. On en parle avec autour de la table Marc Semot, bonjour. Bonjour. Journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde, à Challenge et auteur de 100 questions sur la géopolitique paru aux éditions Talendier. À vos côtés, Christian Saint-Etienne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste universitaire et analyste politique. À vos côtés, Romuald Sciorra. Merci d'être avec nous, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Et vous êtes aussi essayiste, politologue et documentariste franco-américain. Avec nous également Adina Revol, merci d'être là Adina, essayiste, professeure affiliée à Sciences Po, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France et auteur de Rompre avec la Russie. On voit votre livre ici, Le réveil énergétique européen. Enfin le général Vincent Desportes, bonsoir, merci d'être avec nous, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Vous avez pas entendu Emmanuel Macron, mais on a compris la teneur de ses propos. On a vu une Giorgia Meloni qui était alignée. Il y a une réelle détermination européenne qui est en train de se mettre en place. On a l'impression que le Groenland sert de catalyseur. Si on ne réagit pas maintenant, on ne réagit jamais. Alors ensuite, on va voir ce que va donner concrètement cette détermination, ce que va donner la réunion déjà des ambassadeurs à Bruxelles, parce qu'il y a aussi quand même des différences de sensibilité, pour rester pudique, au sein de l'Union européenne par rapport à ces questions. Mais il est évident qu'on ne peut pas ne pas réagir. Déjà, l'accord commercial qui avait été passé au Golfe écossais de Donald Trump avec Ursula von der Leyen était plus que limite sur beaucoup de points. Ce qui se passe maintenant avec cette re-augmentation de 10% en plus visant les 8 pays qui ont dit qu'ils ont décidé d'envoyer, ou déjà envoyé d'ailleurs, des éléments précurseurs au Groenland et un défi ouvert. Si l'Europe ne réagit pas maintenant, autant fermer boutique tout de suite. Donc on va voir ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est la réaction de Giorgia Meloni, qui n'est pas visée, parce qu'ils n'envoient pas de troupes au Groenland, qui aurait pu, comme elle a quand même de très bonnes relations avec Trump, avoir une attitude plus ambiguë. Là, pour le moment, elle a eu un vrai geste de solidarité avec l'Europe qui est visée. Et regardez justement les 8 pays concernés par cette augmentation des droits de douane voulue par Trump. Ce sont les 8 pays qui participent à cet exercice militaire en Arctique. Les menaces, voilà le communiqué qui a été publié cet après-midi, les menaces de surtaxe douanière sapent les relations transatlantiques et risque de conduire nos pays dans un dangereux engrenage. Nous continuerons à résister et à rester unis et coordonnés dans notre réponse. Nous sommes déterminés à défendre notre souveraineté. Voilà donc les mots de ces 8 pays. L'Arctique constitue un intérêt transatlantique commun. L'exercice Arctique Endurance répond à cette nécessité. Il ne représente une menace pour personne parce que on aurait pu croire à un malentendu. C'est ce que Giorgia Meloni a évoqué concernant Donald Trump. Il aurait mal compris le geste. Non, ça fait bien partie d'un exercice commun. Voilà pour cette précision qui était importante de la détermination des Européens. Toutefois, il y a à l'œuvre cette probable décision, peut-être en tout cas, ce serait le bouton sur lequel les Européens pourraient appuyer, le bazooka, cette arme anti-coercition. On va voir avec vous, Brandon Noiret, de quoi il s'agit, de quelles armes économiques les Européens disposent pour faire peut-être peur à Donald Trump.
Effectivement, bonjour Isabelle, bonjour à tous. Un surnom très évocateur, vous l'avez dit, bazooka commercial. Il a été mis en application en 2023, en fin 2023, mais il n'a jamais été utilisé. L'objectif, c'est d'inciter les pays à se mettre autour de la table des négociations pour régler leurs différends commerciaux. Alors si ça ne fonctionne pas, on peut dégainer cet instrument anti-coercition européen, arme de dissuasion qui prévoit une série de mesures extrêmement lourdes. Un exemple, la France lance un grand chantier et fait un appel d'offres. Eh bien, avec l'activation de cet instrument, les entreprises américaines pourraient ne pas y avoir accès. Alors, forcément, une mise en application qui pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On devra soumettre cet instrument à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne qui devront l'adopter à plus de la majorité. Alors, Donald Trump menace donc d'augmenter les droits de douane pour les produits européens exportés. Aujourd'hui, on paye combien ? Eh bien, regardez justement sur cette infographie, tous les pays membres de l'Union européenne sont taxés à hauteur de 15%. Petite clémence pour le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, 10% au total. Et vous allez le voir sur cet histogramme inversé, c'est surtout des pays en fonction des exportations plus ou moins importantes qui sont impactés. Regardez, l'Allemagne qui subit les taxes américaines supplémentaires très largement devant d'autres pays, comme la France notamment, la Belgique, l'Espagne ou encore le Danemark. Et puis, ce chiffre important, 20% des exportations européennes arrivent sur le territoire américain. Et tout dépend aussi des différents secteurs. Quand on regarde notamment celui de l'alcool, les États-Unis représentent le premier marché des exportations européennes. C'est le même cas pour les vins et spiritueux français, premier marché, avec des chiffres records en 2024. Vous allez le voir, 27 millions de bouteilles de champagne qui ont été exportées en territoire américain. Autre secteur aussi, tout aussi intéressant, celui de l'habillement, avec l'exemple de LVMH, premier groupe de luxe au monde. Un produit sur 4 arrive sur le territoire américain. Alors vous allez me dire, Isabelle, il y a eu une réaction de la part des Européens face aux taxes supplémentaires américaines. Effectivement, un paquet de mesures qui était prévu à l'origine, un paquet de mesures suspendues en juillet dernier. Merci beaucoup, Brandon. Et là, je me retourne vers l'économiste de notre plateau, Christian Saint-Etienne. Est-ce que ce bazooka, déjà, est-ce que vous pensez que les Européens vont aller au bout et vont l'utiliser ? C'est peu probable. D'abord, comme ça vient d'être rappelé, il faut une majorité qualifiée pour le décider. Or, ça suppose que l'Allemagne soit favorable. Alors, c'est toujours désagréable de le rappeler, mais la France, qui a créé l'Europe, il faut toujours le dire, a perdu le leadership en Europe en faveur de l'Allemagne il y a une dizaine d'années du fait de notre affaiblissement industriel et de la situation de nos finances publiques. Donc, c'est l'Allemagne qui a d'ailleurs imposé l'accord dont vous parliez tout à l'heure en Écosse. Le 27 juillet de mémoire, les Allemands voulaient absolument un accord. On vient de voir pourquoi les exportations allemandes vers les États-Unis sont considérables, 160 milliards, mais à l'intérieur de ces exportations, il y a 60 milliards d'exportations de voitures. Et pour les Allemands, c'est absolument clé de continuer. Donc je pense pas que les Allemands vont suivre forcément le mouvement. Ceci étant, ce qui est, je pense qu'on va en parler, ce qui est absolument dommageable dans cette affaire, c'est que Trump n'a pas besoin de faire les gesticulations qu'il fait pour avoir la main mise sur le Groenland. En réalité, il pourrait très bien nouer un accord avec le Danemark en lui donnant l'exclusivité stratégique sur le Groenland sans avoir la domination juridique. Donc, on est dans une situation où on a mal embranché cette négociation, et je pense que si on ne reprend pas le contrôle de la négociation avec un Trump qui devient de plus en plus nerveux et imprévisible, on peut... C'est l'escalade. On peut tout imaginer. Romuald Thuras, vous vouliez réagir à ce que disait Christian Saint-Etienne ? Oui, enfin, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais pas jouer le rôle du rabat-joie ce soir, mais je crois que cette détermination des Européens ne durera pas très longtemps. Regardons ce qui a été dit hier par nos amis allemands qui ont accepté le narratif Trump. Nous n'envoyons pas de militaires pour contrer une quelconque invasion américaine, mais nous y allons car il y aurait des menaces sérieuses de la part des Russes ou des Chinois. On sait tous très bien à cette table que les Russes ou les
Chinois n'ont jamais envisagé, pas plus que les Schtroumpfs, d'envahir le Groenland. Donc si les Allemands commencent déjà à entrer dans cette narrative, on imagine comment les choses vont se passer dans quelques jours. Et je me permets juste de rebondir sur ce que vous disiez. Il y a autre chose pour Donald Trump. Il y a vraiment une stratégie de la part de cette administration. On le voit, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Quand on vit là-bas, on le sent au quotidien. Et le Groenland fait partie de cette stratégie. Et pour Donald Trump, au-delà de cela, le symbole, nous sommes à la veille du 250e anniversaire des États-Unis. S'il peut être le président qui aura agrandi le pays et qui en aura fait, par sa superficie avec le Groenland, un pays encore plus grand que la Russie, ce sera pour lui une réussite. Alors, vous n'avez pas été rabat-joie, mais vous avez un petit peu fait baisser la température, alors qu'on avait peut-être, pour certains, tendance à se réjouir ou à se dire, est-ce qu'on est en train d'assister à un moment de vrai réveil européen? Est-ce que Trump va trop loin? Et est-ce qu'il n'y a pas une unité? Alors, peut-être qu'elle ne durera pas, mais est-ce que vous auriez un léger désaccord avec ce qui vient d'être dit, Adina Revol, ou pas du tout? Écoutez, moi je pense que c'est vraiment l'année zéro de la nouvelle Europe, et on voit bien qu'en étant unis, au Groenland, on a réussi. Parce qu'en réalité, si Trump il réagit avec des gestes commerciaux, c'est parce qu'il se sent finalement abattu en Groenland. Je m'explique. En fait, Donald Trump est aux États-Unis en situation de faiblesse. N'oublions pas l'affaire Epstein. Il n'a pas réussi à résoudre la situation du pouvoir d'achat. Donc, il a besoin du Groenland. Sauf que les Européens, en fait, sont unis. Et pourquoi? Parce que là, on agite, en fait, le spectre de la désunion territoriale d'un territoire qui appartient à l'Union européenne. Et ça, c'est grave. C'est pas juste une histoire de droit de douane. On ne peut pas laisser faire. Et en réalité, l'instrument anti-coercition est une bazooka commerciale, mais avec une précision chirurgicale. Je m'explique. En fait, on peut cibler les États-Unis, les entreprises des secteurs, mais également Donald Trump, puisque Donald Trump, il agit sous le Groenland avec des méthodes mafieuses. Donc, on peut cibler avec l'instrument anti-coercition Donald Trump et son entourage, et ça peut lui faire très mal vis-à-vis de la Chambre des représentants et le Sénat, parce que le peuple américain n'est pas pour l'annexion du Groenland, et on voit bien qu'il y a des voix aux États-Unis qui veulent un impeachment de Donald Trump si il va plus loin sur le Groenland. Général Vincent Desportes, Donald Trump ne semble comprendre que le rapport de force. Est-ce que ce que proposent les Européens, on verra s'ils restent unis jusqu'au bout, mais c'est pas justement de montrer que oui, ils sont forts et que oui, ils peuvent rentrer dans ce bras de fer? Alors moi, je crois que ce qui compte pour les Européens, c'est d'augmenter le coût de la décision politique de Trump, d'y aller ou de ne pas y aller. Alors il peut y aller si ça coûte pas trop cher et si ça rapporte, c'est un trade-off, ok. Et comme le disait Madame Revol, ce qui compte là maintenant, c'est quand même les élections de mi-terme. Et une grande partie, 75% je crois, des Américains sont plutôt opposés à cette affaire du Groenland. Si en plus ça se traduisait par un choc frontal avec les Européens, il est tout à fait possible, si vous voulez, que ça porte un coup à Trump juste avant les mi-termes. Donc à un moment donné, il devra choisir. Si ça coûte trop cher, il ne le fera pas. Et ce que les pays européens ont fait en envoyant des troupes, c'est ça. On a augmenté le coût de cette décision politique, ça s'appelle de la dissuasion du faible au fort. La France connaît ça, on a 300 têtes, les Russes en ont 2500, mais ils n'ont jamais tiré parce qu'on en avait 300. Au-delà de ça, moi je crois que c'est juste l'avenir de l'UE qui est en jeu dans cette affaire-là. Comme vous le disiez, si on n'arrête pas maintenant, on n'arrêtera jamais. On n'arrêtera jamais. Donc là, ça n'est pas supportable. Et je dirais que c'est moins l'Europe qui est attaquée que les nations européennes. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont été ciblés. Oui, il choisit, et d'ailleurs on verra s'il a le droit de faire ça. Non mais ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'il nous dénie notre souveraineté. Nous avons le droit, nous Français, appelés par le Danemark, d'envoyer des troupes sur le territoire groenlandais. Donc il nous dénie notre propre souveraineté, ce qui est évidemment absolument intolérable. Et encore une fois, si nous le tolérons là, nous n'arrêterons plus de le tolérer. Ce qu'il faut face à Trump, c'est des limites. À Bixi, il l'a bien compris, il y a une limite et Trump est revenu en arrière. Et je rajouterai que si jamais nous sommes incapables de défendre ce territoire allié, je crois c'est le terme, à l'Union européenne,
l'Union européenne va mourir. Pourquoi? Imaginez déjà les discours des gens d'extrême droite qui disent déjà que l'Europe ne sert à rien, que c'est une mauvaise machine à produire de la norme et à nous faire venir des produits qui sont intoxiqués par je ne sais pas quel engrais en Amérique avec le latine, Mercosur qui a été signé hier. Ici, en plus, l'Europe est incapable de défendre son propre territoire. Moi, je pense... D'abord que là, il n'y a pas de sujet, évidemment. Monsieur Bardella sera élu à la prochaine présidentielle. Et je crois que l'AfD et les autres pays, les autres partis d'extrême droite auront un chemin ouvert pour dire, voyez, l'UE ne sert plus à rien, il est temps de dissoudre cette machine. C'est d'ailleurs ce que demandait Musk. Alors justement, voyons ce que dit la chef du gouvernement italien, très à droite, Giorgia Meloni. On l'écoute. Je tenais à vous dire que la perspective d'une augmentation des droits de douane pour les pays ayant choisi de contribuer à la sécurité du Groenland est, à mon sens, une erreur et je la désapprouve. Cependant, j'estime que dans ce contexte, la volonté de certains pays européens d'envoyer des troupes afin de renforcer la sécurité aurait dû être perçue non comme une initiative dirigée contre les États-Unis, mais plutôt contre d'autres acteurs. Il me semble qu'il y a eu un problème de compréhension et de communication sur ce point. Marc, c'est vraiment un problème de compréhension? Toute l'idée des Européens, en annonçant cet envoi de contingents, était plutôt maligne. C'est de dire, prenons Trump au mot, il y a un problème de sécurité vis-à-vis du Groenland, on envoie des troupes. Évidemment que cela est aussi vis-à-vis des États-Unis, puisqu'il faut augmenter le coût d'une éventuelle intervention. Est-ce qu'on peut sérieusement imaginer des soldats américains tirant sur des chasseurs alpins ou français ou suédois pour prendre le Groenland? Là où l'histoire se complique, c'est que le Groenland devient de plus en plus, pour Trump, même si au niveau de l'électorat, il y a à peine 17% des Américains apparemment qui soutiennent une telle idée, c'est qu'il a besoin de nouveaux coups d'éclat. Avec l'Iran, c'est compliqué, on l'a vu, il a fait marche arrière. Le Groenland va devenir de plus en plus un espèce d'emblème pour montrer voilà ce que je fais. Avec cette idée, effectivement, je ne veux plus être locataire, avec la base qu'il a, l'accord de défense de 1951, il y avait 15 ou 17 bases avant la fin de la guerre froide, mais qu'il veuille être propriétaire. Alors effectivement, pour que les États-Unis soient plus grands, pour devenir là, avec le Groenland, le 3e pays au monde, d'abord la Russie, ensuite le Canada, ensuite les États-Unis. Si à terme il réussit même à faire du Canada un 51e État, il sera dans ce cas-là le plus grand pays au monde, il rentre dans l'histoire, mais on est dans une situation où tous les ingrédients de la crise sont là pour quelque chose qui devient totalement irrationnel, mais qui risque d'être absolument dévastateur pour l'Europe, parce qu'il y a même un problème, et je terminerai là-dessus, juridique. Le Groenland n'appartient pas, contrairement à ce qu'on dit, à l'Union européenne. Il l'a quitté par un référendum en 82, ça a été acté en 85. Il voulait préserver ses ressources halieutiques, les pêcheurs européens. Alors, le territoire, effectivement, fait partie de l'Union européenne. Alors, apparemment, selon les juristes, selon le porte-parole de la Commission, le 42.7, c'est-à-dire l'article qui est encore plus fort que l'article 5 de l'OTAN, de la solidarité, y compris face à tout pays attaqué, jouerait à fond pour le Groenland. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter le fait accompli américain. Christian à Saint-Étienne, sur le plan économique, j'en reviens à cette affaire de bazooka. On rappelle quand même que l'Europe, c'est 450 millions de consommateurs. C'est un énorme marché. Donc il y a quand même des moyens de pression sur les Américains. Est-ce qu'on peut encore durcir nos droits de douane, par exemple, contre les États-Unis? C'est le problème, c'est que le grand moment historique qui a été raté, c'est le mois de juillet. C'est dans la négociation avec Trump à ce moment-là. Parlons clairement. D'abord, il y a un problème stratégique. L'Europe, l'Union européenne, de facto, est une colonie numérique et militaire américaine, ce qui limite très fortement notre capacité de réaction, puisqu'on veut maintenir l'Ukraine, même si les Américains ne fournissent pas les armes nécessaires, les Européens les achètent pour les donner aux Ukrainiens. Donc, on ne peut pas se brouiller avec les États-Unis le savent, pas en ce moment en tout cas. Si les Chinois ont résisté, c'est parce que justement ils ne sont pas une colonie numérique et militaire américaine, ça c'est le premier point. Mais le point important, vous évoquiez tout à l'heure effectivement cette négociation du mois de juillet, c'est là qu'il fallait jouer les 450 millions de consommateurs face aux États-Unis. C'est quand la première puissance commerciale du monde s'écroule
couché devant les États-Unis à ce moment-là. Le reste du monde l'a vu. L'affaiblissement de l'Europe depuis, on ne le mesure pas ici, mais comment voulez-vous négocier avec la Russie et la Chine quand vous vous couchez devant les États-Unis? Donc je ne vois pas les Européens aller au-delà d'une démonstration de présence, parce que c'est même pas une démonstration de force. Effectivement, pour faire monter un petit peu le coup, mais imaginez qu'ils envoient 1000 Marines. Les 50 ou 100 militaires européens ne vont pas se battre avec les 1000 Marines, l'aviation américaine, ainsi de suite. Donc, ça, tout dépend des règles d'engagement. On peut pas savoir. Oui, mais même. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. L'Allemagne dire on va autoriser nos soldats à se battre avec les Américains. Évidemment.